Bien, bonsoir. Merci d'abord pour cette invitation, Françoise. C'est un plaisir d'être ici ce soir. En plus, Françoise Combe vous a donné un contexte très précis déjà, donc mon travail va être facilité grandement par tout ça. Je vais vous parler un peu de la démographie des trous noirs. On va essayer de compter les trous noirs ce soir. Au niveau du sommaire, donc je vais essayer de vous présenter quelques méthodes et approches. Françoise Combe vous en a parlé déjà pas mal en détail. Donc de l'approche de Zoltan, qui en fait est équivalent ici à ce qu'on appelle l'équation de continuité. Essayer de vous donner quelques exemples d'échantillons que les astronomes ont pu utiliser pour calculer cette démographie, enfin faire le compte des trous noirs, à la fois à grand redshift, mais aussi dans l'univers proche. Et puis un gros problème dont Françoise Combe vous a parlé, c'est l'ancrage de ces relations, de ce comptage, pour l'univers très proche, à partir d'autres méthodes, et essayer de comprendre si on arrive finalement à la fin à une cohérence. Si le temps le permet, si j'arrive à parler suffisamment vite et j'espère suffisamment clairement, je vous parlerai aussi des cas extrêmes sur lesquels pas mal d'astronomes travaillent, à la fois aux très très grandes masses. Françoise Combe vous a parlé de plusieurs de trous noirs qui font plus de 10 milliards de masses solaires, mais aussi aux petites masses, dans les petites galaxies ou dans les amas globulaires. La première chose que je voudrais faire, c'est peut-être une percute de rappel pour moi d'abord, mais aussi peut-être pour vous. C'est de vous donner une image, de vous présenter une image d'une galaxie, donc ici une galaxie elliptique, pour vous montrer le défi que l'on essaye de résoudre, c'est-à-dire de détecter d'une manière ou d'une autre un objet qui est invisible en principe, en tout cas au niveau lumineux, au centre de cette galaxie qui fait plusieurs centaines 10 puissance 12, dans ce cas-là 10 puissance 12 masses solaires, donc 1 millier de milliards de masses solaires, et quelquefois aussi dans des petites galaxies de ce type-là, qui sont des galaxies satellites, et dans lesquelles aujourd'hui on arrive encore, si la galaxie est suffisamment proche, on arrive déjà à mesurer la masse du trou noir. Donc c'est vraiment un défi. Françoise Combe vous a parlé des différents traceurs que l'on utilise, à la fois le rayonnement, parfois la cinématique, et je vais essayer de me concentrer dans la deuxième partie de cette présentation sur les difficultés que l'on rencontre quand on essaye de relever ce défi. Alors la première chose, c'est la démographie. On essaie de répondre à la question quelle distribution de masse pour les trous noirs, et on pourrait se demander mais pourquoi faire ça? Finalement, c'est un peu ennuyeux, compter les trous noirs, compter leur masse. Alors c'est important d'abord pour un recensement. On essaie de recenser la population dans l'univers. Il semble que les trous noirs aient une influence sur l'évolution des galaxies. Donc, en particulier pour tout ce qui est les noyaux actifs et la rétroaction sur la galaxie elle-même et son environnement. On essaie de comprendre les processus de croissance et il semble qu'à travers les relations d'échelle dont Françoise Combe vous a parlé entre le bulbe et le trou noir, il y ait des corrélations qui pourraient lier peut-être l'évolution de ces objets, le bulbe et le trou noir. Et puis on aimerait bien comprendre, finalement, lorsqu'on voit une galaxie, est-ce qu'on est capable de prédire quel est son trou noir? Simplement peut-être en regardant une image ou peut-être en faisant un peu de spectroscopie pour savoir quel trou noir appartient à quelle galaxie et pourquoi. Alors dans ce test, dans cette approche de démographie, on peut avoir deux idées assez naïves. La première, c'est de prendre un échantillon représentatif d'objets, de finalement montrer, de calculer ou déterminer la masse du trou noir, et à partir de là, d'étendre à partir de cet échantillon représentatif à toutes les galaxies de l'univers, et vous avez votre démographie complète. L'autre façon de faire, finalement, on essaie de déterminer la masse du trou noir, très difficile, c'est quelque chose a priori à part par le rayonnement du disque d'accrétion autour du trou noir qui ne rayonne pas, c'est de trouver finalement une relation d'échelle, donc quelque chose qui nous dit, par exemple, la proportionnalité entre la masse du trou noir et une autre propriété qui serait beaucoup plus facile à mesurer dans cette galaxie. Donc je vais vous montrer un petit peu sur ces deux aspects ce que l'on fait aujourd'hui, et Françoise Combe vous en a déjà un petit peu parlé. Le gros défi pour trouver un échantillon représentatif, c'est la question toujours, est-ce que cet échantillon est réellement représentatif? Est-ce qu'on le comprend? C'est un petit peu lorsque on fait des sondages politiques ou ce genre de choses. On prend 1000 personnes dans la population, et est-ce que j'arrive, en faisant des corrections, en essayant de comprendre les biais, à généraliser ce sondage, donc le résultat de ce sondage, à toute une population? En astronomie, les biais sont très très nombreux, et souvent on en oublie, tellement ils sont complexes et interconnectés.
Donc on va utiliser pour l'approche dont Françoise vous a parlé, l'approche de Zoltan, l'équation de continuité qui vous dit simplement que si vous voulez comprendre l'évolution d'une quantité, il suffit de savoir ce qui rentre et il suffit de savoir ce qui sort. Et vous faites la différence entre les deux et vous avez l'évolution de cette quantité. Donc c'est une équation en principe assez simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, l'évolution de la densité de masse des trous noirs, elle correspond à un terme d'accrétion, donc le trou noir peut accréter de la masse avec le gaz qui est dans son environnement proche. Et puis il peut aussi y avoir des fusions de trous noirs, et pourquoi pas, on peut imaginer même un terme négatif où un ensemble un petit amas de trous noirs pourrait perdre des éléments et donc avoir une diminution de cette masse. Alors ça, c'est l'approche de Zoltan qui avait été en fait relevée déjà par Lindelbell comme argument de base à la fin des années 60, puisqu'à partir du moment où on a observé des quasars, on pouvait se demander qu'est-ce que ces quasars à grand redshift deviennent dans l'univers proche, et Lindenbell avait déjà mentionné la possibilité d'observer des trous noirs dans l'univers très proche. L'approche de Zoltan était très novatrice, puisqu'il a pris une approche statistique cette fois-ci, en se disant finalement, si on calcule, si on fait un comptage de toutes ces accrétions, on pourra avoir la masse AZ égale 0 qui a été accumulée dans ces trous noirs. Alors, comment ça marche? La première chose, c'est de prendre un échantillon. Donc, on va prendre un échantillon de source X. Pourquoi? Parce que, comme François Combe vous en a parlé, l'a mentionné, ce sont a priori des sources qui sont difficiles à obscurcir, même s'il peut y avoir obscurcissement dans des cas extrêmes. Et donc, on peut avoir une idée, en regardant juste le fond de rayonnement X de l'univers, on peut avoir une idée peut-être de la quantité de trous noirs qui sont en train de rayonner à différents redshifts. Donc ça, c'est un échantillon qui date déjà d'il y a plus d'une dizaine d'années. Et vous voyez qu'on a des courbes pour chaque luminosité, donc en bleu, en rouge et en noir, à différents redshifts qui remontent jusqu'à des redshifts de 3 et 4. Mais tout cela ne représente que 247 sources. Donc la statistique est relativement mauvaise, mais on arrive quand même, à partir de ces échantillons, à travailler. Et c'est ce qu'ont fait différentes personnes. Alors il y a une pléthore d'articles, mais il y en a un qui ressort, celui de Marconi en 2004, où finalement il a pris ces sources-là, il a appliqué l'équation de continuité, compté la quantité de masse accrétée par les trous noirs au fur et à mesure de l'évolution, juste à z égale 0, et en corrigeant aussi la possibilité qu'un trou noir, un quasar puisse être obscurci, a calculé la densité de masse, ici, des trous noirs à z égale 0. Donc ça, c'est un travail qui est compliqué, qui souffre de beaucoup de biais, un certain nombre de paramètres libres, dont Françoise Combe vous a parlé, l'efficacité du trou noir, bien sûr, mais aussi son efficacité de rayonnement. Ce sont des paramètres libres qui, dans ce modèle-là, pour calculer cette courbe, ont été pris à des valeurs fixes, quel que soit l'âge, quel que soit le redshift auquel vous regardez. Donc évidemment, c'est un modèle très simple, et on peut se poser la question, est-ce que vraiment on peut y croire? Donc, si on va un peu plus loin, d'autres personnes, comme Francesco Cianca, ont essayé d'appliquer des modèles où, alors c'est plein de courbes de différentes couleurs, toujours de la densité en fonction ici de la masse du trou noir, des modèles où ces paramètres lambda et epsilon varient. Sachant que finalement, lorsqu'on regarde le modèle en détail, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont cachés, comme par exemple la géométrie du système. Donc on peut imaginer qu'on peut ajuster pratiquement n'importe quel type de données avec ce genre de modèle et qu'on n'est pas nécessairement sûr que si l'on trouve quelque chose qui ajuste les données, ce soit vraiment la réponse à notre question. Donc là, évidemment, il y a deux choses à faire. La première, c'est étendre, améliorer les échantillons. Donc c'est ce qui a été fait depuis. Ici, on voit par exemple l'état de l'art pour les sources X, donc dans un papier de Ueda en 2014, donc l'année dernière, où on voit effectivement que le nombre de sources a déjà multiplié par 20 et qu'on arrive à des redshifts qui vont jusqu'à z égale 5 et qui permettent d'ancrer le calcul de z égale 0 à z égale 5 et donc d'essayer de reproduire plus fidèlement ces données à partir de modèles toujours avec des paramètres qui varient. Donc à partir de là, on arrive à faire un travail relativement propre statistiquement. Le problème est de savoir maintenant si ça correspond à ce que l'on voit avec d'autres traceurs. On a des rayonnements X, on a fait un modèle
On en calcule la masse, la densité de masse des trous noirs dans l'univers à tous les redshifts, et on se dit finalement, à z égale 0, est-ce que ça marche? Alors une autre façon de faire, c'est de regarder effectivement les rayonnements dans l'optique et de regarder ces raies d'émission que l'on observe au centre des galaxies, dans les parties très centrales. Donc voici un exemple d'un spectre en fonction de la longueur d'onde, d'un spectre du centre de NGC 3998. Et on voit qu'on a des raies très, très intenses. François Combe vous a parlé. Et lorsqu'on fait un zoom, on s'aperçoit qu'elles sont très larges. Et l'hypothèse derrière ça, c'est qu'effectivement, pour avoir des raies aussi larges, il faut des vitesses très grandes et probablement un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Donc à partir de là, on arrive, si on suppose qu'on a bien compris ce qui ionise le gaz, donc ce qui déclenche l'émission de ces raies, on arrive à dire, finalement, j'ai un noyau actif, donc je peux calculer la masse du trou noir simplement en mesurant les vitesses de cette raie, enfin la largeur de cette raie, et tout va bien, je vais pouvoir faire des grands catalogues de trous noirs à partir simplement d'une spectroscopie du centre de la galaxie. Alors, quels sont les mécanismes d'ionisation possibles pour déclencher ces raies? En fait, il y en a une grande liste. Donc, il faut se méfier un petit peu, je vais y revenir après. Il faut se méfier, sachant qu'on peut très bien avoir une raie très large qui serait due effectivement à un disque d'accrétion, mais ça pourrait être aussi, par exemple, des chocs, des nuages de gaz qui se rencontrent à très grande vitesse. Donc il va falloir faire le tri un petit peu entre simplement faire une hypothèse, c'est un noyau actif, donc un trou noir, et peut-être un choc ou d'autres processus physiques. Alors comment on fait ça? On fait ce qu'on appelle des modèles d'ionisation. Donc voilà par exemple différents modèles de photoionisation qui évidemment ont eux-mêmes des hypothèses sur la métallicité du gaz, la densité du gaz, leur température, etc. Mais aussi la forme du continu stellaire qui va ioniser le gaz. Donc là-dedans, une fois de plus, on a des modèles qui sont maintenant très très complexes, très affinés, mais il y a un nombre de paramètres libres très très grand. Donc il va falloir peut-être revenir vers un côté empirique pour essayer de comprendre un peu mieux ce que l'on observe. Alors ça a été fait de manière très... au tout début vraiment de l'étude des galaxies à noyau actif, dans les années 80, et en particulier à partir du fameux diagramme BPT qui reprend simplement les initiales de Baldwin, Phillips et Terlevich. Alors ça correspond à quoi? En fait, on va mesurer le flux de quelques raies d'émission dans un spectre de galaxies, par exemple la raie H-alpha de l'hydrogène, et puis on va la comparer à d'autres raies de l'oxygène, de l'azote, etc. Et on va faire un diagramme de ces rapports de raies. Et en fonction de ces rapports de raies et de notre connaissance des modèles de photoionisation, on va pouvoir dire si une galaxie, si le spectre se trouve par là, c'est très probablement une galaxie qui forme des étoiles. Ça n'a rien à voir avec un noyau actif. Si on a une galaxie qui se trouve, dont le point se trouve ici, ce sera peut-être quelque chose qui sera un mélange de formation d'étoiles, peut-être un noyau actif faible. Là, il y a une incertitude. Par contre, si on est très haut dans ce diagramme, alors ça veut dire qu'on a des rapports de raies très extrêmes, et dans ce cas-là, on est pratiquement sûr à 99% que c'est un noyau actif. Donc l'avantage d'utiliser ces raies optiques, c'est qu'elles sont faciles à observer, parce qu'il y a des spectrographes dans l'optique, il y en a pratiquement sur tout télescope au sol et dans l'espace, le Hubble Space Telescope bien sûr, mais bien d'autres. Elles sont faciles à mesurer, elles sont brillantes pour la plupart, en particulier celles qui sont utilisées dans ces diagrammes. Elles sont idéales pour tout ce qui est la démographie à bas redshift, parce que ces raies couvrent entre 3000 et à peu près 8500 angstroms, donc des choses qui sont facilement observables. Et une autre chose, c'est qu'elles sont proches les unes des autres. Ce qui veut dire c'est que si on a de la poussière le long de la ligne de visée, il n'y aura pas d'effet différentiel entre une raie optique et une autre, qui sera très grand et qui pourra invalider les rapports de raies. Donc c'est quelque chose qui permet de faire des dizaines, des centaines de milliers de galaxies assez facilement. Et c'est ce que vous voyez ici dans un diagramme BPT, donc rapport de raies ici et un autre rapport de raies, donc ici oxygène sur hydrogène, azote sur oxygène, où vous voyez des centaines de milliers de points qui correspondent au survey Sloan, donc qui a été publié en 2003. Et vous voyez qu'on a des grandes séquences. Donc la première séquence ici de points, c'est en fait toutes les galaxies dont on pense qu'elles forment des étoiles. Donc en fait, les rapports de raies sont représentatifs de la formation d'étoiles.
Après, on a ici les galaxies actives, celles dont on pense qu'elles sont des noyaux actifs relativement faibles, mais qui sont indubitablement dues à une accrétion autour d'un trou noir. Et puis des objets intermédiaires qu'on appelle les liners, qui ont été souvent débattus, la plupart du temps utilisés en tant que noyaux actifs encore plus faibles, mais parfois aussi la trace de chocs dans le gaz ou simplement de conditions un petit peu particulières, dynamiques, au centre des galaxies. Alors voici les trois types de spectres que vous pouvez observer. Donc le premier, c'est le spectre d'un noyau actif. Vous voyez bien les raies d'émission très fortes et très larges. Un liner, vous voyez que c'est un petit peu intermédiaire. On a encore des raies larges, mais qui ne sont probablement pas dues à un noyau actif. Et puis simplement un spectre où on voit des raies très fines, assez brillantes. Et vous voyez que les rapports de raies changent. Par exemple ici, la raie H-alpha qui est au milieu de ces trois pics est plus faible que la raie ici N2, alors que c'est l'inverse pour ce spectre-là, qui est un spectre de formation d'étoiles standard. Donc si on a 120 000 galaxies, comme dans le survey Sloan, on peut faire cette classification automatique de manière assez précise. Et ce que l'on obtient quand on fait la conversion et qu'on ne prend que les galaxies dont on pense qu'elles sont effectivement le résultat d'une accrétion autour d'un trou noir, on s'aperçoit que les galaxies qui ont un noyau actif très puissant sont celles qui sont à une masse au-delà de 10 puissance 10, donc 10 milliards de masses solaires. Il y en a très très peu en dessous. Et si l'on regarde un peu plus profondément sur la structure elle-même des galaxies, on s'aperçoit que ces galaxies-là, la plupart du temps, ont un sphéroïde très développé. Donc c'est ce que Françoise Combe a essayé de mentionner en détail. Il semble y avoir une relation entre la taille du sphéroïde ou du bulbe et la taille du trou noir. Alors si on regarde encore un peu plus profondément, on s'aperçoit que la fraction finalement de galaxies, soit Seyfert, soit Liner, et je vous rappelle, Liner, on ne sait pas, c'est un petit peu ambigu, on ne sait pas si ce sont des noyaux actifs, mais si on les compte, on a 60% des galaxies elliptiques qui émettent qui ont ce genre de rayonnement au centre. Et donc on pourrait imaginer que finalement, ce 60%, c'est une limite basse, puisqu'il suffirait d'avoir des instruments encore plus performants pour détecter les trous noirs qui sont encore plus faibles. Et finalement, si on fait le compte en tenant compte de tous les biais instrumentaux, de la limitation des instruments, on s'aperçoit que pratiquement 100% des galaxies elliptiques devraient contenir un trou noir. Donc ça peut marcher, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a des doutes sur la méthode, et en particulier sur la classification des conditions au centre de ces galaxies en fonction de ce que l'on observe dans les raies. Et en particulier, ce qu'on appelle les liners, récemment ont été rebaptisés par un collaborateur, Belfiore, comme liars, qui en anglais veut dire menteur, puisque beaucoup de gens ont utilisé ces liners comme des noyaux actifs accrétant autour donc disques d'accrétion accrétant autour d'un trou noir. Et on s'est aperçu en obtenant cette fois-ci de la spectroscopie à 2 dimensions, où finalement on couvre la galaxie avec un spectrographe sur toute son envergure, donc du centre jusqu'à l'extérieur, et on peut reconstruire des cartes du diagramme BPT. Donc en chaque point on a un spectre, en chaque point on sait quel type de rapport de raies on a, et donc on peut savoir si c'est effectivement formation stellaire, liners ou Seyfert, ce qui donne ces jolies cartes de couleurs, où par exemple ici on a une galaxie tout en bleu, ce qui veut dire en gros que dans le disque de cette galaxie, il n'y a que de la formation stellaire qui domine, ou encore une galaxie de Seyfert où on a beaucoup de rouge, qui est la marque ici d'une ionisation type Seyfert. Et puis finalement, on a ces types Lyre, où on a des combinaisons entre formation stellaire et liner, qui sont maintenant aujourd'hui des Lyre, et qui ne semblent avoir absolument rien à voir avec une accrétion autour d'un trou noir. Et en particulier, on voit ici celle-ci qui a une ionisation Lyre sur toute l'envergure de son disque, et il est absolument inconcevable que cette ionisation soit simplement due au disque d'accrétion, en tout cas à l'environnement du disque d'accrétion autour du trou noir. Donc il va falloir revoir un petit peu ce type de classification et comment on fait justement pour, à partir des raies d'émission, classifier nos galaxies et du coup calculer les masses de trous noirs. Finalement, pour pas mal de ces galaxies-là, on a une masse de trous noirs qui ne veut absolument rien dire.
Donc, ce qui est important ici, finalement, la conclusion, c'est qu'il y a un besoin absolument critique lorsqu'on a ces classifications, lorsqu'on fait ces comptages à partir des raies d'émission dans l'univers proche, de confirmer l'activité, donc réellement le fait d'avoir une accrétion autour d'un trou noir, par d'autres méthodes. Alors ça peut être le rayonnement X, radio ou infrarouge, différentes raies, différentes approches qui montrent bien qu'il y a un phénomène extrême lié à une accrétion autour d'un trou noir. Donc finalement, ça coûte très cher. On pensait pouvoir s'en sortir simplement en faisant un spectre de la partie centrale. Et finalement, on s'aperçoit qu'il faut confirmer et encore confirmer. Donc pour l'instant, on a une statistique relativement bonne, par exemple par rapport à des échantillons X, de l'évolution des sources X en fonction du redshift qu'on attribue à des trous noirs. On essaye d'ancrer ça dans l'univers proche avec les raies d'émission. C'est un peu difficile, donc on essaye de trouver des méthodes peut-être plus précises qui nous donnent une masse plus directe des trous noirs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les relations d'échelle à z égale 0. Et en particulier, dans le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait en plus de toutes ces courbes de différentes couleurs, il y avait une relation grisée. En fait, cette relation grisée, c'est le résultat d'un calcul à partir d'une relation d'échelle. Alors, ça correspond à quoi? La relation d'échelle, c'est simplement celle, par exemple, que Françoise Combe a mentionnée. C'est une relation qui dit que la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe. Donc, si vous avez une galaxie qui n'est juste qu'un disque, statistiquement parlant, vous avez beaucoup de chances d'avoir soit pas de trou noir, soit un trou noir tout petit. Si vous avez une galaxie énorme en masse et qui, en plus, qui est dominée par un sphéroïde, le trou noir doit être très gros. Alors, savoir quel est le détail de cette relation, c'est bien sûr l'intérêt maintenant des études dynamiques, c'est d'essayer de calibrer cette relation, et ce qui permettra ensuite de dire, finalement, vous n'avez pas besoin de faire de la spectrographie, vous regardez la taille du bulbe, et vous avez tout de suite, statistiquement parlant, une idée de la taille du trou noir. Donc historiquement, cette relation, elle a commencé au début des années 90, mais ce qui l'a vraiment mis disons, la communauté en marche derrière cette relation, c'est le papier de Magorian en 98, il a montré sur un échantillon d'environ 25 galaxies, en faisant des modèles dynamiques, en utilisant de la spectroscopie, en essayant d'ajuster ce qu'il voyait dans la spectroscopie, dans le mouvement des étoiles en particulier. Il a montré que la masse du trou noir qu'il obtenait à partir de ces modèles simples était effectivement proportionnelle à la masse du bulbe, et on voit la relation ici. Alors il y a une dispersion dans cette relation qui est importante, mais il faut voir que c'était à cette époque-là des modèles très simples, et les données étaient un peu limitées encore, et il semble déjà émerger une relation assez forte. Donc c'était très intéressant de suivre ça. Depuis, il y a un florilège de papiers. Françoise Combe vous en a parlé. Il y a plein de relations d'échelle entre le trou noir et d'autres propriétés de la galaxie. Alors évidemment, le plus simple, ce serait une propriété photométrique, donc par exemple la luminosité du bulbe. On peut aussi de calculer la masse du bulbe. Alors ça demande un petit peu plus de travail, puisqu'il faut transformer une luminosité en masse. Donc savoir, par exemple, calculer le rapport masse-luminosité en fonction des populations stellaires. Si les populations sont vieilles ou jeunes, elles n'émettent pas autant de lumière pour une masse donnée. La dispersion des vitesses stellaires, celle qui semble être la corrélation la plus serrée, finalement, la plus efficace. Donc la dispersion, c'est une mesure dans les parties centrales de l'agitation dynamique des étoiles. Et finalement, plus cette agitation est grande, plus il semble que le trou noir soit grand. Et c'est la corrélation qui semble la meilleure aujourd'hui. Et puis plein d'autres propriétés, comme la pente, la forme du profil photométrique de lumière. Le nombre d'amas globulaires semble aussi corrélé avec la masse du trou noir, ou le déficit d'une centrale de masse, qui est en fait une différence entre un profil standard paramétré et puis ce que vous observez réellement. Donc il y a plein d'autres propriétés qui sont liées, mais celle qui reste la meilleure, ça reste celle, donc masse du trou noir, dispersion des vitesses. Alors cette relation, vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Ça, c'est la version 2009. Vous voyez qu'on a une corrélation qui est très bonne, avec quand même, vers les petites masses, une tendance à l'élargissement, donc la dispersion de la relation est plus grande. Alors pourquoi c'est important de savoir quelle est la pente de cette relation et quelle est sa dispersion? Mais en fait, selon la pente que vous calculez, selon sa dispersion,
Lorsque vous allez faire la transformation sigma trou noir, donc ici vous les connaissez pour une cinquantaine de galaxies, si vous supposez que c'est une relation universelle, vous mesurez sigma et vous avez la masse des trous noirs de n'importe quelle galaxie. Si vous connaissez la pente et la dispersion, vous allez pouvoir contraindre le scénario de formation et d'évolution de ces trous noirs en fonction du redshift à toutes les masses. Alors, il y a de nombreuses théories. En fait, quand le papier de Magorian est sorti, il y a eu des dizaines et des dizaines de manuscrits qui sont sortis dans la communauté, prenant des arguments physiques plus ou moins compliqués, et qui montraient qu'on arrivait facilement à reproduire une relation qui donne masse du trou noir en corrélation avec sigma à la puissance 5 ou sigma à la puissance 4. En fait, a posteriori, si on regarde tous ces papiers, on aurait donné sigma puissance 3, on aurait trouvé aussi une théorie pour ajuster ça. Donc pour l'instant, on a trop de théories ou trop de façons de reproduire ces corrélations. Et le grand problème, évidemment, c'est de savoir quelle est la bonne. Alors une des choses qui a été faite depuis, ça c'est un papier assez récent, c'est d'essayer de montrer quel est le processus physique qui domine l'augmentation de masse des trous noirs. Finalement, comment ils croissent au fur et à mesure du temps. Si vous prenez juste l'interaction entre les trous noirs, c'est-à-dire leur fusion, vous prenez des petits trous noirs au début et vous les faites fusionner les uns après les autres de manière hiérarchique en fonction de l'âge, vous obtenez une relation qui ressemble à la relation qu'on observe. Donc ici, c'est la masse du trou noir en fonction de la masse du bulbe de la galaxie, avec beaucoup de dispersion. Si vous prenez simplement des instabilités dans le disque qui vont alimenter le trou noir, donc c'est un phénomène complètement différent de la croissance de la masse du trou noir, vous avez une relation qui est plus pentue et qui est beaucoup moins dispersée. Et finalement, c'est en faisant ce genre d'analyse qu'on arrive à montrer quel est le processus, à essayer de comprendre quel est le processus dominant, si c'est un processus de fusion hiérarchique des trous noirs quand les galaxies fusionnent elles-mêmes, ou si c'est simplement le gaz à l'intérieur du disque qui alimente les trous noirs et qui les fait grossir. Alors le problème de tout ça, c'est qu'en fait, un modèle très simple, ça a été montré par Yankee et Macchio en 2011, un modèle très simple, vous partez juste d'un ensemble de trous noirs complètement au hasard, mais petits. Par exemple, donc ça c'est un diagramme, donc masse du trou noir en fonction de la masse du bulbe. Vous prenez juste une distribution un peu au hasard, et vous suivez la croissance hiérarchique des galaxies telle qu'elle vous donnée par un modèle cosmologique standard. Ben, finalement, vous reproduisez la relation sans rien faire. Donc c'est à la fois assez puissant et assez décevant, parce qu'on sait bien que ce n'est pas juste comme ça que ça marche, il doit y avoir d'autres processus qui rentrent en compte. Et finalement, ils ont fait différents tests avec différentes formes, et on s'aperçoit qu'on arrive à calibrer à la fois la pente, la dispersion et la différence entre cette relation et ce que l'on obtient à la fin. Donc ce genre d'exercice est très utile parce qu'il nous permet de nous mettre face aux limites des modèles, et finalement d'aller un peu plus loin avec des modèles hydrodynamiques un peu plus avancés, où on essaie de faire de la vraie physique. Alors aujourd'hui, une chose qui est sûre et qui est assez étonnante finalement, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution dans le temps de la relation masse du trou noir en fonction de la dispersion des vitesses sigma, elle semble ne pas bouger entre z égale 5 et z égale 0, ou à peine. Ça veut dire qu'en fait, si vous pouviez mesurer la masse d'un trou noir à z égale 4, et vous pouviez calculer la masse du bulbe, ou son sigma, donc la dispersion des vitesses, le point que vous obtiendriez serait sur la même relation que la relation à z égale 0. Donc ça, c'est assez étonnant, et finalement, ce n'est pas très surprenant lorsqu'on regarde tous les processus physiques. Ce qui se passe, c'est que les galaxies les trous noirs vont évidemment grossir, mais ils vont se déplacer pratiquement le long de la relation. À chaque fois que la masse du trou noir va augmenter, le sigma va augmenter de manière proportionnelle. Donc la grande difficulté maintenant, c'est comment mesurer ces paramètres. Est-ce qu'on est limité par les instruments? Est-ce qu'on est limité par nos modèles? Qu'est-ce qui finalement nous dit que la pente et la dispersion que l'on mesure aujourd'hui avec 50 galaxies est la bonne? Donc les trois quantités que j'ai mentionnées le plus, la masse du bulbe, la dispersion des vitesses et la masse du trou noir. Et évidemment, il faut mesurer ces trois quantités avec précision.
Alors la première, elle est difficile finalement, elle n'est pas si facile que ça. On peut imaginer, je prends juste la luminosité du bulbe, j'applique un rapport masse-luminosité standard pour des étoiles vieilles. Dans le bleu, on va dire 5 ou 6, et j'ai la masse du bulbe. Et finalement, ce n'est pas évident, parce qu'il faut d'abord définir ce que c'est qu'un bulbe. Est-ce que c'est ce qu'il y a au-dessus du disque? Imaginez, vous voyez la galaxie vue de profil, vous voyez bien le sphéroïde au-dessus du disque, très facile à mesurer. Si la galaxie est un peu inclinée, ça devient beaucoup plus difficile. Ensuite, est-ce qu'on utilise une image à 2 dimensions, une jolie image de galaxie, où on a juste des modèles à 2 dimensions, où on fait juste un ajustement comme le font beaucoup de gens, simplement d'un profil photométrique, du profil de lumière, et où on essaye, à partir d'un ajustement paramétrisé, de savoir qu'est-ce que finalement est le bulbe, qu'est-ce qu'est le disque, etc. Donc cette question-là, personnellement, je pense qu'elle n'est pas résolue. Et je détecte à chaque fois que je lis un nouvel article essayant de rassembler des mesures de masse de bulbe de différents auteurs, on s'aperçoit finalement qu'ils ont tous une façon différente de le faire et qu'il n'y en a probablement aucune qui soit vraiment très robuste. Donc là, il y a un travail à faire qui n'est pas très difficile, mais qui est un peu pénible. C'est vraiment d'établir la robustesse de cette mesure. La deuxième, c'est le sigma. Alors, la grosse question, c'est quelle ouverture? En fait, le sigma, la dispersion de vitesse, elle est mesurée sur une petite ouverture. On met un spectrographe, une petite ouverture au centre de la galaxie, on mesure le spectre. De ce spectre, on va extraire une dispersion de vitesse en regardant les raies d'absorption. Si vous regardez ce qui a été fait dans, par exemple, le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a des ouvertures qui correspondent juste au noyau, et il y a des ouvertures qui correspondent à la moitié de la galaxie. Alors, il est évident que selon l'ouverture que l'on prend pour une galaxie donnée, la valeur de sigma va changer. Donc ça veut dire qu'on met ensemble dans le même diagramme des valeurs qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Ça marche à peu près parce que sigma ne varie pas trop fortement entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour l'instant, les mesures sont pratiquement toutes à l'intérieur de quelques arcs-secondes, ce qui correspond, on va dire, à une échelle typique de kiloparsec pour ces galaxies-là. Mais ça reste un problème dans le sens où la dispersion qu'on essaie de mesurer dans la relation M trou noir, masse du trou noir, sigma, est pratiquement aussi grande que l'incertitude qu'on a sur ce sigma. Donc il va falloir calibrer ça, et il y a des programmes en ce moment qui essayent de faire ça. L'autre chose, c'est qu'on peut, dans une ouverture, on définit un rayon caractéristique de la galaxie, on met une ouverture avec ce rayon-là, et on mesure un spectre, et on mesure un sigma. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le même rayon, faire plein de mesures de sigma, et puis les moyenner. Et ça ne donne pas le même résultat. La pondération qui est faite quand on a ces deux approches n'est pas la même. Donc de la même façon, il faut définir quelle mesure on veut et quelle est celle qui a le plus de sens. Et pour le trou noir, je vais y revenir, mais quelle précision pour quelle méthode? Il y a 3-4 grandes méthodes actuellement utilisées en dynamique pour mesurer la masse du trou noir, et on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement toujours très facile de réconcilier les différentes mesures pour une même galaxie. Avec tout ça, normalement, la relation masse du trou noir, masse du bulbe ou masse du trou noir sigma, on devrait pouvoir pratiquement, en regardant cette galaxie, savoir si elle a un gros trou noir, un petit trou noir, un trou noir de masse intermédiaire. Alors ça, c'est la galaxie du sombrero, mais c'est 104, un énorme sphéroïde, un disque, ici, magnifique, avec un anneau de poussière. Énorme sphéroïde, énorme trou noir, quelques milliards de masses solaires probablement, à l'œil. Messier 31, un peu plus difficile, galaxie disque, inclinée, on ne la voit pas, mais il y a très probablement une barre dans cette galaxie. Alors qu'est-ce qu'on mesure? Où est-ce qu'est le bulbe exactement? Est-ce que c'est juste la petite partie centrale, ici, qui rayonne très fortement ou pas? Pas évident. Une autre galaxie, Messier 33, magnifique disque avec la formation stellaire, un noyau au centre très très lumineux. On n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment un bulbe bien défini. Si on la voyait de profil, peut-être qu'on en verrait un. Là, on la voit inclinée. Et pas très clair de savoir qu'est-ce qui est le bulbe dans cette galaxie. Et finalement, NGC 1277, dont François Combe vous a parlé, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que le bulbe, c'est la galaxie en entier? Parce que finalement, c'est pratiquement un sphéroïde dans son entier. Ou est-ce que c'est juste la partie centrale à l'intérieur de la zone de poussière? Vous voyez un petit anneau de poussière au centre. Évidemment, ça va donner des résultats très, très différents. Alors, pour essayer de résoudre ces problèmes, on va essayer d'abord
de se focaliser sur la mesure du trou noir lui-même. Et pour ça, on va utiliser le rayon d'influence comme échelle pour se dire est-ce qu'on est vraiment dans un domaine où on est sûr de nous ou pas. Alors, rayon d'influence, Françoise Combe vous en a parlé. Alors, il y a plusieurs façons de le définir, mais typiquement, comme Françoise Combe vous l'a dit, le rayon d'influence du trou noir, c'est le rayon dans lequel la masse du trou noir commence à dominer la masse totale. Donc, en gros, à partir du moment où vous avez autant de masse d'étoiles que la masse du trou noir, vous êtes dans le rayon d'influence. Alors, ça vous donne une relation en termes de résolution spatiale de vos instruments. Si vous prenez une galaxie à 10 mégaparsecs pour une dispersion de 200 km par seconde et un trou noir qui fait 10 puissance 8 masses solaires, il vous faut une résolution de 0,2 arc-seconde, c'est-à-dire 2 fois la résolution du télescope Hubble, pour résoudre ce rayon d'influence. Or, 10 mégaparsecs, c'est une distance typique. L'amas de la Vierge, c'est 16 mégaparsecs. Donc finalement, on voit tout de suite qu'on va avoir un problème, c'est qu'il nous faut de la résolution spatiale pour pouvoir mesurer les masses de trous noirs. À l'intérieur de ce rayon d'influence, on peut imaginer, puisque le trou noir domine, que les vitesses que l'on va mesurer vont être pratiquement keplériennes, elles vont être dominées par l'influence du trou noir. Excusez-moi. Alors, c'est ce qui se passe pour la Voie lactée. C'est un diagramme ici où on voit la dispersion des vitesses en fonction du rayon en arc-seconde. Alors ça, c'est un diagramme où on voit toutes les étoiles qui sont autour du centre de notre Voie lactée et qui ont été mesurées, dont le mouvement propre a été mesuré. Et on voit qu'on a ici un comportement très proche de keplérien. Le comportement keplérien, ce sont ces droites ici qui ont été rajoutées sur le diagramme. Il y a d'autres systèmes où ça marche très bien. François Soupe vous en a parlé. Lorsqu'on est capable de détecter les méga-masers H2O, on voit en fonction ici la vitesse des nuages qui émettent en fonction du rayon, on voit un comportement absolument parfaitement keplérien. Et là, il n'y a pratiquement aucun doute. Ça ne peut être qu'une masse unique, ponctuelle, au centre qui fait cette décroissance en vitesse. Donc là, on a une mesure de la masse du trou noir qui est très précise. Alors, la recherche de méga-masers a été faite de manière large échelle, et malheureusement, on peut dire que c'est un échec. Les conditions qui font qu'on peut voir un maser H2O dans de bonnes conditions avec un disque régulier et donc des vitesses keplériennes, finalement, elles sont assez extrêmes. Et pour l'instant, on en a une dizaine, ce qui ne permet pas de faire un échantillon suffisamment important. Il y a récemment un article, avant-hier, qui a été publié, où des chercheurs ont essayé de trouver une approche systématique pour détecter des méga-masers, et le résultat, c'est que sur une centaine de galaxies, ils n'en ont détecté aucun. Donc c'est assez décevant. Et l'autre solution, c'est de faire de la dynamique des étoiles. Alors c'est intéressant parce que les étoiles, il y en a partout, en plus elles rayonnent, donc ça c'est très facile. Mais si on regarde un petit peu les différentes galaxies, alors ici on a la Voie lactée, donc c'est en vitesse, différentes galaxies, Messier 32 qui est un compagnon de Messier 31, donc la grande galaxie d'Andromède, 3379, une galaxie elliptique, 1399, une galaxie centrale d'Amas. Mais on voit finalement que lorsqu'on regarde en fonction du rayon, la prédiction d'une vitesse keplérienne, donc ces courbes-là, il y en a très peu où ça marche. Il y en a très peu où on est suffisamment à l'intérieur du rayon d'influence pour vraiment avoir une détection directe du trou noir. Donc il faut aller un peu plus loin, il faut trouver d'autres méthodes. Donc juste pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on rajoute les masers, finalement, lorsqu'on reprend le diagramme masse du trou noir, dispersion des vitesses, on s'aperçoit qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de tournant dans la relation. Donc, aux faibles masses, le trou noir devient plus petit que la relation. Alors, est-ce que c'est parce que ces objets sont particuliers, ou est-ce que c'est réellement la croissance des trous noirs, l'évolution des trous noirs, qui font que dans les petites galaxies, c'est beaucoup moins efficace? Donc, on voit un petit peu ce même comportement lorsqu'on rajoute toutes les galaxies où on a pu détecter soit par les étoiles, soit par le gaz. Et on s'aperçoit que les galaxies en bleu ici, effectivement, on a l'impression qu'il y a un léger tournant vers de plus faibles masses de trous noirs. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important d'augmenter ces échantillons, de comprendre si c'est juste un tournant global de la relation, qui nous permettrait de généraliser ça à toutes les galaxies de l'univers, ou si c'est simplement dû à une population très particulière de galaxies qui sont peut-être un peu extrêmes dans leur comportement.
Alors, les difficultés, rapidement, quelques méthodes. Évidemment, je dois vous rappeler une des premières images que je vous ai montrées. On fait des choses extraordinaires. On arrive à mesurer des trous noirs au centre des galaxies qui sont à 10, 20, 50, 100 mégaparsecs. Les astronomes s'amusent à mentionner les difficultés parce que c'est avec ça qu'ils travaillent tous les jours. Et finalement, on a tendance à dire toujours du mal de ce que l'on fait, de la difficulté à laquelle tous les problèmes que l'on rencontre pour mesurer des trous noirs. Mais il faut se rappeler que déjà, on a bien avancé en termes de détection. Et ça se résume à une phrase, c'est que pratiquement toutes les galaxies de l'univers ont un trou noir supermassif. Et on est capable, statistiquement parlant, de retrouver plus ou moins leur masse simplement en regardant la taille du bulbe, ce qui est déjà un travail énorme. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu les difficultés que l'on rencontre et pourquoi ce n'est pas si simple que ça. Donc le problème de la résolution, j'en ai déjà parlé, mais juste pour vous quantifier ça, imaginez que vous avez une galaxie à une certaine distance, alors ici 0,1 mégaparsec, 100 mégaparsecs, une taille en parsec correspondant à l'influence d'un trou noir, donc 10 puissance 4 ou 10 puissance 10 masse solaire. Ici, ça serait un échantillon de galaxies représentatif de l'univers proche, où on a mis des galaxies type spirale en bleu et des galaxies type elliptique en rouge. Ça, c'est une résolution de 1 arc-seconde. Donc ça correspond à la résolution qu'on a à peu près au sol avec un télescope standard optique. Bon, ça veut dire qu'en gros, on rate tous ces objets et qu'on est incapable de détecter un trou noir dans ces galaxies-là. Heureusement, on a le HST qui nous permet d'accéder à une population de galaxies. Ça, c'est la relation de Tremen de 2002. C'était une des relations masse du trou noir, dispersion des vitesses, et voici l'échantillon qu'il avait utilisé à l'époque. Donc on voit bien qu'on les avait résolus avec le HST, et avec certaines galaxies étaient résolues par des télescopes au sol. Et puis avec d'autres télescopes, on espère, la première chose avec les grands télescopes de 30-40 mètres, la génération qui va venir au-delà de 2024-25, que cette fois-ci, on aura un échantillon représentatif très grand de galaxies à bas redshift. Alors le problème, c'est que ça coûte cher à chaque fois et que ça va prendre du temps. Et je ne suis pas sûr que les grands télescopes seront focalisés uniquement sur la détection des trous noirs à bas redshift. Il y a des sujets beaucoup plus intéressants qui probablement prendront une grande majorité du temps. L'autre solution, c'est soit l'optique adaptative, soit aller un petit peu dans l'infrarouge, où dans l'infrarouge, on a des résolutions qui sont un peu meilleures, et on arrive à faire un travail un petit peu plus avancé. Alors juste pour vous montrer la différence entre basse résolution et haute résolution, ici on a un champ imagé, donc c'est la dispersion de vitesse d'une galaxie imagée par un spectrographe qui s'appelle SORON, donc qui fait ce qu'on appelle de la spectrographie intégrale de champ, donc qui vous donne une carte à 2 dimensions. Et ça, c'est le zoom de ce qu'on obtient avec le télescope Gemini et son instrument NIFS dans l'infrarouge. Donc on arrive à faire des choses à des résolutions de 0,2, 0,3 arcs-secondes. Et dans ce cas-là, on arrive effectivement à mesurer les pics de dispersion. Donc ça, c'est la dispersion en fonction du rayon. On voit le pic de dispersion qui monte avec les points rouges de NIFS au centre jusqu'à plus de 300 km par seconde. Donc on arrive à faire ça, mais on n'arrive pas à le faire pour beaucoup de galaxies, parce qu'il nous faut une étoile brillante juste à côté du noyau. Et malheureusement, ça n'existe pas pour beaucoup de galaxies. Alors ici, on utilise une technique un peu particulière. C'est au lieu d'utiliser une étoile naturelle pour guider le système d'optique adaptative, on utilise le noyau lui-même. Et donc les performances ne sont pas aussi bonnes, mais on arrive à travailler quand même. Et on a un autre exemple ici avec une autre galaxie, 2549. Alors les méthodes qu'on applique à ce genre de données, c'est quoi ? Je vous parle d'une des méthodes qui est pratiquement celle la plus utilisée lorsqu'il s'agit d'aller très précisément dans la détermination des masses de trous noirs. C'est la méthode de Schwarzschild, qui n'est pas une méthode très récente, elle date des années 80, par le petit-fils donc Schwarzschild, le petit-fils du grand Schwarzschild du début du XXe. Donc c'est une méthode assez simple finalement. On se dit, je veux essayer d'ajuster ce que j'observe du mouvement des étoiles au centre d'une galaxie. Finalement, les étoiles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles tournent autour, dans le potentiel de la galaxie, et elles forment des trajectoires qu'on appelle des orbites. Bon, ben ça, je peux le faire. J'applique Newton, je détermine un potentiel, une distribution de masse de ma galaxie, c'est mon hypothèse, et puis je lance des étoiles là-dedans et je regarde quelle trajectoire elles suivent, donc quelles orbites elles font. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer, donc je vais faire passer du temps, 100, 200, 300 millions d'années à ces étoiles, de manière artificielle dans un ordinateur. Et je vais calculer la contribution de chaque orbite, en voici une par exemple,
représentée, projetée sur le ciel, telle que je devrais la voir si je voyais cette étoile faire son mouvement pendant 300 ou 400 millions d'années. Alors je le fais pour une trajectoire, puis je le fais pour une autre, et puis je le fais pour une autre. Et finalement, si je prends un échantillon représentatif d'orbites et que je les somme entre elles, je devrais obtenir à la fin ma galaxie. Donc finalement, c'est un petit peu comme construire une maison. On voit la maison, et on prend des briques, et on essaie de trouver la forme des briques qui fait qu'à la fin, je retrouve la maison que je veux construire. Donc on fait ça, on prend un potentiel donné, on met un trou noir ou pas, on met un gros trou noir, un petit trou noir, ou pas de trou noir du tout, et on calcule ses trajectoires. On essaie de trouver une combinaison qui nous fait retrouver cette galaxie. Donc ça marche très bien. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est ce genre de diagramme qui représente par exemple le rapport masse-luminosité et la masse du trou noir. On peut imaginer que la masse du trou noir change le potentiel, donc va changer les trajectoires. Mon rapport masse-luminosité, finalement, c'est le facteur qui transforme la luminosité en masse, donc ça va aussi changer mes trajectoires si ce facteur est plus ou moins grand. Et ce que je vois ici, ce sont les ajustements faits aux données observationnelles, avec un meilleur ajustement ici, donc à 4 10 puissance 8 masse solaire. Et donc, plus je m'éloigne de ce point, moins l'ajustement est bon. Et finalement, je me donne un rayon de confiance autour de cet ajustement qui me donne une masse idéale de trou noir pour cette modélisation et puis une barre d'erreur. Donc ça, la modélisation de Schwarzschild, elle est très efficace, elle est un petit peu lourde, mais aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a, on peut faire ça sur un ordinateur portable sans problème. Alors c'est assez compliqué parce que les orbites en 3 dimensions, elles ressemblent à ça. Elles remplissent des volumes, mais elles ont des formes un peu compliquées. Et lorsqu'on les projette sur le ciel, elles ont des points de singularité, ce qui veut dire que donc, si ça, c'est une contribution d'une orbite à votre galaxie, et que vous mettez une fente longue, donc un spectrographe à fente longue, donc vous ne couvrez qu'un axe de la galaxie, ben finalement, vous allez intégrer les singularités ici, mais pas celle-ci. Donc ça vous dit quoi tout de suite? Ça vous dit que si vous voulez faire vraiment un bon modèle, il va falloir couvrir la galaxie en termes de spectrographie, il faut la couvrir entièrement, à 2 dimensions. Donc il faut avoir des spectres de l'ensemble de la galaxie, sinon en fait, votre construction va être dégénérée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la couverture spatiale. On imagine que le trou noir a plus d'influence au centre, donc je vais prendre des données qui vont être très bien résolues, et avec ça, normalement, je devrais pouvoir contraindre la masse de mon trou noir. Si on fait ça, donc ça, c'est le champ qu'on a obtenu de la partie vraiment centrale de la galaxie, et qu'on ajuste simplement ça, c'est le diagramme qu'on obtient du rapport masse-luminosité trou noir. On voit que les contours sont très larges, ce qui veut dire que les incertitudes sont très larges. On n'a pratiquement aucune contrainte. Si je rajoute des données à grand champ, mes contours deviennent extrêmement petits. Alors vous allez dire, c'est contre-intuitif. Finalement, mes données à très bonne résolution près du centre, près du trou noir, ne contraignent pas du tout mon modèle. Il y a un problème. Et en fait, pas du tout. C'est que si vous n'utilisez que les données au centre, vous avez une dégénérescence entre la masse du trou noir et le rapport masse-luminosité. Vous pouvez à la fois supposer, pour ajuster les observables, que le trou noir est très gros, ou alors vous pouvez supposer qu'il est faible, mais que les étoiles rayonnent peu, et donc sont très massives. Et donc, l'un compensant l'autre, si vous n'avez pas de données à grand champ qui vont normaliser ce rapport masse-luminosité, vous avez une incertitude sur votre masse du trou noir qui est très grande. Donc il ne suffit pas d'avoir de très bonne résolution spatiale, il faut aussi normaliser dans les parties extérieures. Et on le voit très bien ici, lorsqu'on essaye d'ajuster les observables, alors je ne vais pas les expliquer en détail, mais prenez ici cette carte de dispersion, on voit que la dispersion monte vers le centre. Ça, c'est le meilleur modèle en utilisant les données à grande échelle. Donc on voit que ça ajuste pas mal les observables. Si vous prenez juste la partie centrale et que vous n'ajustez juste que ça, on voit qu'au centre, c'est bien ajusté, on retrouve le pic. Par contre, à l'extérieur, c'est absolument n'importe quoi. Donc on a un modèle qui est ajuste, mais qui, dynamiquement, n'a absolument rien à voir avec la galaxie. Et donc notre masse de trou noir va être très, très mauvaise. Alors il y a d'autres problèmes dans ce genre d'exercice. L'autre problème, c'est que si, en revenant au parallèle avec la construction d'une maison, si vous avez des briques de plein de formes différentes, finalement, vous allez pouvoir construire la même maison avec des briques différentes. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour les galaxies. Les trajectoires, les orbites, si vous arrivez à pousser à l'extrême et prenez des échantillons d'orbites très variés, vous allez pouvoir trouver différentes combinaisons qui vont ajuster les mêmes données. Et donc il y a une dégénérescence lorsqu'on augmente le nombre d'orbites qu'on utilise dans ces modèles-là. Ce que l'on voit ici on a
des contours qui sont très resserrés, donc avec une masse de trous noirs assez bien contrainte. Et la seule différence entre ces différents diagrammes, c'est qu'ici, on a multiplié le nombre d'orbites que l'on a utilisé au départ par plus d'un facteur 10. Alors ça, c'est dû à un effet mathématique que maintenant on arrive à contrôler, mais qui à l'époque était assez embêtant, puisque ça voulait dire que selon les hypothèses de départ que l'on prenait, le nombre d'orbites que l'on ajustait, on avait des réponses différentes. Alors des problèmes, il y en a une longue liste, et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes. La première, c'est de savoir quelle est la géométrie. On voit une galaxie à 2 dimensions, il faut déprojeter sa distribution de lumière et donc sa distribution de masse. Il y a une dégénérescence dans les modèles intrinsèques. Savoir si la galaxie est oblate, donc une sorte de sphère aplatie, si elle est prolate comme un ballon de rugby, ou si elle est triaxiale, c'est-à-dire que l'échelle de ces 3 axes est différente. Et ça, quelquefois, on n'est pas capable de le dire. On n'a pas de traceurs qui nous disent quelle est la bonne géométrie. Et finalement, si vous déprojetez votre galaxie de différentes manières, vous allez obtenir des résultats différents. L'inclinaison de la galaxie, en faisant la modélisation de Schwarzschild, on s'aperçoit que c'est un paramètre dégénéré. On peut très bien avoir un très bon modèle où vous supposez que la galaxie est vue de profil, ou presque, et puis si vous supposez que votre galaxie est plus inclinée, vous obtenez une autre masse de trous noirs. Mais votre modèle est aussi bon. Donc là aussi, il y a un problème. La présence de matière noire, si à l'extérieur de la galaxie la matière noire domine, ça peut avoir une influence sur les ajustements que vous faites. Le rapport masse-luminosité, j'en ai parlé, c'est un facteur qu'il faut normaliser aux grandes échelles, mais il peut très bien, en plus, pour vous compliquer la vie, varier en fonction de la distance au centre. Si les populations stellaires varient, vous allez avoir un paramètre qui varie. Donc ça apporte encore une dégénérescence. Et finalement, à la fin, lorsque différents traceurs, que ce soit du gaz, des étoiles, les masers, etc., ont été utilisés pour la même galaxie, on n'a pratiquement jamais la même réponse. Et ça doit déclencher une alarme dans la tête de tous les astronomes. Pour finir, donc, je voudrais vous donner un cas d'école sur lequel j'ai personnellement travaillé, qui est NGC 1277. Françoise Combe vous en a parlé. C'est une galaxie qui est censée avoir un trou noir obèse de 17 milliards de masses solaires. Alors, elle est un peu bizarre, cette galaxie, parce que non seulement elle a un trou noir obèse, 17 milliards, c'est 3 ou 4 fois la taille du trou noir dans Messier 87, qui est une des galaxies centrales de l'amas de la Vierge. Donc c'est vraiment un trou noir énorme. Mais en plus de ça, elle représente une énorme fraction de la masse de la galaxie elle-même. Donc on parlait de quelques dixièmes de pourcent de la masse de la galaxie, en principe. Là, on est à plusieurs pourcents. Et les auteurs ont même signalé que s'ils ne calculaient la masse du bulbe qu'en prenant les parties centrales, le trou noir représentait plus de 50% de la masse du bulbe. Donc évidemment, dans un diagramme masse du trou noir, luminosité du bulbe, cette galaxie est complètement en dehors des corrélations. Donc ça, évidemment, tout le monde a sauté dessus, a commencé à faire des théories assez intéressantes, savoir comment on pouvait former un objet comme ça. Alors avant de faire ça, il faudrait se poser certaines questions, et en particulier revenir à des choses très simples, c'est-à-dire l'ajustement qui est montré dans le papier. Donc là, je vais utiliser un argument qui est l'argument qu'on donne souvent en science, qui est le rasoir d'Occam, essayer de trouver l'explication la plus simple pour un phénomène observé. Ce que vous voyez ici, ce sont les profils de vitesse, dispersion, et puis ignorez ces deux diagrammes. Et vous voyez très bien la dispersion, les points avec les barres d'erreur montent de manière absolument dramatique vers le centre de la galaxie. Et donc c'est ça qui fait dire que le trou noir est très gros. Leur ajustement en noir, c'est le modèle qu'ils ont ajusté, est superbe. Il ajuste les données avec un trou noir de 17 milliards de masses solaires. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent aussi le modèle lorsqu'on enlève le trou noir. On garde exactement la même structure orbitale, c'est un modèle de Schwarzschild, on enlève juste le trou noir. Et ils obtiennent ces courbes en rouge. Alors ce que vous voyez ici, c'est qu'en rouge, ça n'ajuste absolument pas les données. Ça veut dire qu'en fait, même à une échelle pratiquement au bord de la galaxie, les étoiles savent qu'il y a un trou noir au centre. D'une certaine façon, la structure de la galaxie est reflétée dans sa dynamique par le trou noir. Le trou noir domine tellement la masse que finalement, il exprime toute la dynamique de la galaxie. Et lorsqu'on regarde les contours, donc rapport masse-luminosité trou noir, ils sont assez resserrés. Ça, c'est le contour 3 sigma. Ça veut dire que l'incertitude sur la masse du trou noir est entre 10 et 10,5 en log, donc quelques dizaines, 10 milliards de masses solaires ou plus. Donc ça m'a interpellé et j'ai essayé de faire un test de vérification.
Donc la première étape du test, c'est d'ajuster la photométrie de la galaxie. Donc ça, c'est la galaxie telle qu'elle est observée, avec sa magnifique petite bande de poussière. Il y a un objet ici, compagnon, qui fausse un petit peu la photométrie, mais on arrive bien à s'en départir. Et on arrive à faire un modèle d'ajustement où je me suis même amusé à mettre la bande de poussière pour être sûr que les gens ne me disent pas « Ah oui, mais il y a quelque chose, il y a un problème ici ». Et lorsqu'on regarde les ajustements en contour, on voit que le modèle ajuste très bien. À partir de ça, on suppose une inclinaison, on déprojette à 3 dimensions et on fait un modèle. Et la surprise, je prends juste la photométrie, je la normalise par un coefficient constant, et ce coefficient constant, je le prends tel que les relations d'échelle me la donnent. Il se trouve que plus les galaxies sont grosses, plus elles ont un rapport masse-luminosité grand. Et donc je prends les relations, la valeur correspondant à ça. Et j'obtiens un ajustement en noir, la courbe ici, qui est pratiquement excellent à tous les rayons, sauf au centre. Et ça me rassure parce que je me dis, finalement, s'il y a un trou noir, il devrait avoir une influence ici, mais la galaxie ici ne devrait absolument pas savoir qu'il y a un trou noir au centre. Donc en fait, en termes d'argumentation scientifique, c'est l'explication la plus simple. C'est-à-dire finalement, le modèle sans trou noir ajuste pratiquement toutes les données sans se poser de questions. Et puis si on regarde les autres courbes, la vitesse, etc., c'est la même chose. Donc si on revient à ce diagramme, lorsqu'on enlève le trou noir dans leur modèle, plus rien n'est ajusté, alors qu'ici, ce n'est pas le cas du tout. Donc ici, ils ont pris un rapport masse-luminosité de 6, ici, je le prends de 10, et simplement en faisant cet exercice, finalement, j'obtiens une réponse qui est beaucoup plus raisonnable, qui est de l'ordre de 3 à 4 fois plus petit que le trou noir qu'ils trouvent. Donc j'ai fait une autre expérience de stabilité, où je prends le même modèle, cette fois-ci, je le fais évoluer avec un modèle Encore. Et alors là, c'est assez rigolo, on forme une petite barre qui fait quelques centaines de parsecs, et qui a juste la taille du petit anneau de poussière qui existe au centre de cette galaxie. Et cette fois-ci, en mettant un trou noir de l'ordre de 2 milliards de masses solaires, donc 10 fois plus petit que la masse initiale du papier, j'arrive à ajuster à la fois la photométrie et la cinématique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend l'explication la plus simple, la photométrie semble bien prédire la cinématique pratiquement sur 99% de la galaxie, sauf au centre, et ça, c'est plutôt rassurant. Mais le trou noir requis est du coup presque 4 fois plus petit. Et lorsqu'on regarde l'équivalent dans les relations, finalement, en termes de masse trou noir sigma, il revient dans la corrélation. Il est juste sur le bord, mais il est dans la corrélation. La définition du bulbe, les auteurs ont pris un bulbe central, et finalement, la galaxie, c'est un sphéroïde dans son entier. Si je prends le sphéroïde dans son entier, et je le fais de manière objective en regardant l'aplatissement des composantes photométriques, j'obtiens finalement une relation à un trou noir qui n'est pas si gros que ça pour la luminosité du bulbe et qui reste dans les corrélations. Pour la barre, c'est plutôt un exercice amusant, il faudrait une confirmation. Donc ça veut dire qu'il faut que les incertitudes dans les papiers mentionnés, parce qu'ils ont fait un travail remarquable en faisant la modélisation de Schwarzschild, mais ça veut dire que les incertitudes, c'est une incertitude mathématique qui ne tient pas compte d'un certain nombre de systématiques. D'autre part, il faut, pour confirmer ça, avoir des données à 2 dimensions. Comme je vous l'ai montré, si on prend juste des données sur un axe, la dégénérescence est très grande. Alors, il se trouve qu'il y a eu des nouvelles depuis. Ça, c'était en 2013. Alors, depuis, les mêmes auteurs ont refait l'exercice et ils ont confirmé le rapport masse-luminosité de l'ordre de 6 et le trou noir de 10 milliards de masses solaires. Quelques mois après, ils ont republié un article avec de nouvelles données 2D, cette fois-ci. Et cette fois-ci, au miracle, le rapport masse-luminosité est 10, et la masse du trou noir a diminué à 5, 10 puissance 9, 5 milliards de masses solaires, avec cette fois-ci des contours très serrés autour de la masse, de 5, 10 puissance 9. Donc là, on s'aperçoit que les mêmes auteurs, en l'espace de 2 ans, ont publié 3 masses différentes, 3 rapports masse-luminosité différents, avec des données différentes. Sachant qu'ici, ils ont aussi utilisé les données qu'ils avaient avant. Donc il faut être très prudent sur les barres d'erreur, les incertitudes sur ces données-là. Le travail est remarquable. Il n'y a absolument pas à remettre en compte le travail. C'est juste la façon de traiter les erreurs qui doit être revue. Donc du coup, 1277 en fait n'est pas ici. La masse du trou noir est effectivement à peu près par là, mais la luminosité du bulbe, elle est plutôt ici, parce qu'en fait, elle a été sous-estimée complètement. Et dans ces relations-là, qui est ici un papier de Walsh et al., on voit que 1277 est parfaitement dans la corrélation. Alors, je finirai par juste une note, une question plus qu'une note.
Ils citent dans leur premier papier 4 ou 5 galaxies qui ont probablement des trous noirs obèses, avec des dispersions très très fortes. Alors il se trouve que j'ai regardé un petit peu ces galaxies. Il y en a une que je connaissais parce que j'ai travaillé avec Nicolas Créton en 1999 sur la galaxie 4342, qui pratiquement est le sosie de 1277. Et à l'époque, on avait trouvé un trou noir très gros, et aussi un rapport masse-luminosité très grand. Donc des étoiles très vieilles et très, très riches en métaux. Mais c'est pratiquement un clone de 1277. Et quand je regarde les autres galaxies qui ont été mentionnées par les auteurs, je m'aperçois qu'elles sont pratiquement toutes vues de profil et toutes la même structure, un sphéroïde aplati à l'extérieur et un disque au centre. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a un biais de sélection et que finalement il n'y a que celle-là qu'on observe et qu'on a l'impression, ça donne l'illusion qu'il y a des gros trous noirs, ou est-ce que c'est autre chose, simplement une erreur, on fait toujours la même erreur à partir du moment où on a ce genre de structure. Alors mon approche personnelle, c'est que cette galaxie en fait a un rapport masse-luminosité très grand, et ce que je pense, c'est que c'est en fait une galaxie qui est parfaitement sur la corrélation, mais qui a été épluchée lors d'interactions avec son environnement. Et finalement, elle a perdu une partie de son enveloppe, donc la masse stellaire qui reste est plus petite, mais son trou noir, lui, il est resté tel quel. Et donc ça pourrait expliquer le fait qu'elle est au bord de la corrélation et qu'elle a ce comportement un peu particulier. Donc pour conclure, et je finirai ici, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Statistiquement parlant, on domine bien le sujet, on comprend bien à partir des grands relevés à tous les redshifts comment l'évolution se fait, quelle est la densité de trous noirs. Alors il y a encore une incertitude d'un facteur 2, mais en astronomie, ce n'est pas énorme finalement. Par contre, on ne sait pas encore ce qui domine vraiment la formation et l'évolution, comment la masse de ces trous noirs grandit. On sait qu'il y a des relations d'échelle qui sont très intéressantes pour reconstruire, pour faire cet ancrage à z égale 0, mais on a énormément de problèmes de mesure et d'homogénéisation, et on a peu de contraintes à grande et petite masse. Alors le futur, avec ALMA, on sait déjà maintenant faire des choses excellentes parce que ALMA a une résolution très forte, très bonne pour détecter les disques de gaz au centre des galaxies. Demain, on aura d'autres instruments comme le LT ou le James Webb, et puis des campagnes à plus long terme en rayon X qui vont vraiment couvrir tout ce dont on a besoin pour les sources qui accrètent à tous les redshifts. Alors la relation d'échelle, l'homogénéisation des données est en cours. Il y a des grands programmes qui permettent d'avoir vraiment la bonne mesure de la dispersion de vitesse pour toutes les galaxies faites de manière robuste et toujours identique. Et pour les biais des incertitudes, il faut encore travailler sur les modèles. Il y a encore beaucoup de travail pour essayer de comprendre quelles sont les dégénérescences et comment relever ces dégénérescences. Et je vous remercie.